Bien, bonjour à tous. On va commencer par faire un petit peu de philo, donc retourner dans la classe terminale, qui n'est pas si loin, hein, finalement, pour chacun d'entre vous. Euh, voilà, et le premier mot, et donc la première diapositive, concerne la position de la philosophie. Je crois qu'un philosophe qui intervient dans une réunion de soignants et de médecins doit être très modeste, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'est pas sur le terrain. Voilà. Il n'est pas un soignant, il n'est pas un médecin, il n'est pas au lit du malade, il est parfois dans le lit comme malade. Il accompagne aussi parfois des proches, mais il n'empêche qu'il lui manque l'expérience de terrain qui est la vôtre. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il ne faudrait pas croire que quand on fait de l'éthique appliquée, c'est-à-dire l'éthique de la médecine, l'éthique biomédicale, c'est un type d'éthique appliquée. Quand on fait l'éthique appliquée, il ne faut pas croire que nous, philosophes, on applique comme ça d'en haut des principes généraux à des choses plus concrètes. Il faut prendre aussi la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que le philosophe, il vient travailler avec des professionnels de santé pour nourrir sa propre réflexion éthique. C'est-à-dire que le mouvement est non seulement, évidemment, un petit peu de haut en bas et aussi de bas en haut. Voilà. Hein. Je ne viens pas vous instruire, je viens aussi m'instruire. C'est ça que je veux dire. Et les philosophes, quand ils vont rencontrer les personnels de santé, ils viennent aussi dialoguer, s'instruire avec eux. Et donc je crois que c'est tout ce qui est affiché. Alors oui, tu as bien avancé. Alors justement, quel peut être son propos et qu'est-ce que peut apporter une petite conférence de philosophie en début de réunion, n'en déplaise à une certaine représentation ou, disons, à une certaine réputation, il y a une connaissance philosophique. La philosophie, ça n'est pas simplement des mots, seulement des mots, hein, comme dit Hamlet quand il jette les livres de philosophie. Il y a une véritable connaissance philosophique. Ce n'est pas une science formelle comme la mathématique, par exemple. Ce n'est pas une science abstraite, bien qu'elle s'appuie sur la logique. Donc, elle a une nature quand même formelle très importante. C'est une science qui se veut rationnelle. Ce n'est pas non plus une science expérimentale, comme la biologie, par exemple, mais elle s'appuie aussi sur l'expérience. Elle accorde une grande importance à l'expérience. C'est pour ça que les philosophes s'intéressent aussi bien à l'histoire, à l'actualité, aux sciences expérimentales dans leur ensemble, aux techniques, et notamment à la médecine comme science et comme technique. En vérité, pour réunir les deux, pour dire nous nous appuyons sur la logique formelle et en même temps nous réfléchissons sur des choses réelles, sur la vie elle-même, à partir de tout ce que les sciences peuvent nous apporter, y compris la science de tous les jours, hein, le savoir que chacun de nous a dans son expérience de tous les jours. On peut dire que la philosophie, c'est une science par argument, c'est-à-dire un savoir rationnel qui organise et articule entre eux des concepts. Les concepts ne sont pas des mots, ou pas tous les mots. Les concepts sont les mots qui ont pris une signification suffisamment consolidée pour représenter un fragment de la réalité. Et ainsi, on peut dire qu'il y a des concepts de la médecine et que le concept d'infection a un sens très précis, par exemple, le concept de prophylaxie a un sens très précis, etc., etc. Ne sont pas des mots comme les autres, ne sont pas des mots qu'on peut remplacer par d'autres mots, ce sont des mots qui désignent un fragment de réalité. Et articulant finalement des concepts, la philosophie prétend comprendre autant que possible la réalité, en faire en quelque sorte la géographie. Eu égard à la médecine. Voilà, ça c'est justement ce que je disais. Eu égard à la médecine, donc. Voilà, eu égard à la médecine. La philosophie n'est pas à l'origine des concepts médicaux, c'est sûr, même si elle peut les questionner, par exemple questionner le concept de santé, le concept de maladie, hein, comme le grand philosophe Canguilhem qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Le normal et le pathologique, qui est devenu un classique. Précisément, elle s'intéresse à des concepts beaucoup plus problématiques, tels qu'on les trouve beaucoup moins dans la description des faits que dans l'énonciation des valeurs et les conflits de valeurs. Ce que je veux signifier ici, c'est que le monde, pour chacun d'entre nous,
est constitué à la fois de faits et de valeurs. Le monde, c'est le monde tel qu'il est. Le ciel est bleu, le ciel est gris, il neige ou il a neigé, etc. Mais il est aussi le monde pour nous et selon nous. Il est évident que celui qui aime le ski, quand il voit arriver la neige, il lui arrive quelque chose de différent que celui qui craint le froid, par exemple. Mais on peut aller plus profondément et dire que même le monde de la perception est un monde pour nous, un monde selon nous. Notre perception, elle est organisée. Il y a des choses que nous préférons, que nous voyons d'emblée quand nous entrons dans une pièce, et d'autres que nous ne voyons pas ou que nous négligeons. Donc pensons toujours que le monde est double. Il y a le monde des faits, le monde objectif, et le monde des objets, le monde que l'on peut décrire, et il y a le monde que nous évaluons. Nous, hommes, nous sommes des êtres qui évaluent le monde selon des tas de valeurs, voilà, qui sont beaucoup plus complexes que les valeurs que les animaux accordent au monde. Mais il est vrai aussi que les animaux, quand ils sont dans le monde, ils voient une proie, ils voient une menace, donc le monde est aussi fait de valeurs pour eux. Mon assistant peut changer de diapositive, voilà. Merci. Et il se trouve que les valeurs qui sont en jeu dans la sphère du soin sont particulièrement problématiques aujourd'hui parce que, et vous le savez, je vais enfoncer une porte ouverte, je vais en enfoncer plusieurs, mais pas seulement, j'espère. Je vais en ouvrir aussi quelques-unes, ou essayer. Le monde de la santé n'est plus aussi simple qu'avant. Et ce, pour plusieurs raisons. Les progrès technoscientifiques qui ont bouleversé le cadre du soin, hein, qu'on pense au respirateur artificiel, par exemple, ou aux techniques de procréation assistée, pour prendre un autre exemple. Tous ces progrès ont engendré une inflation importante des coûts pour la société, il ne faut pas l'oublier. Et du côté de la société, cette fois-ci, il y a des changements qui sont eux aussi irréversibles et qui sont très importants, me semble-t-il, et très importants pour moi, en tout cas. Premièrement, la société, à cause ou grâce aux facilités de déplacement, elle a modifié sa conception de la vie. Parce que des individus, des groupes, des cultures qui ont des conceptions distinctes de la vie et de la mort se sont mélangés. Et donc, du coup, on a affaire maintenant à une société beaucoup plus sécularisée, dirons-nous, qui est moins sous la coupe d'une religion et d'une seule religion, souvent sous la coupe de plusieurs, ou de la concurrence de plusieurs, et de l'absence de religion aussi. Et puis, c'est une société dans laquelle il y a une grande pluralité de conceptions, de croyances, de buts individuels, de buts collectifs. Et en outre, la société mondiale, cette fois-ci, s'est unifiée, au contraire, mais sous le sceau de ce qu'on appelle le libéralisme, qui n'est pas seulement un type d'organisation économique, qui est aussi une série de valeurs politiques et même morales, hein, le libéralisme, les valeurs du laisser-faire et donc les valeurs de l'individualisme. Par conséquent, le droit à la différence, à la singularité, à l'autodétermination, c'est aussi un élément qui a beaucoup changé le monde de la santé parce qu'il a beaucoup changé le monde des valeurs. Voilà, et puis je dirais, en résumé pour tout cela, que finalement, aujourd'hui, nous ne partageons pas tous la même conception de la vie terrestre, nous ne partageons pas tous la même conception de la réussite de cette vie, de la souffrance, de la mort, et surtout de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Voilà, mais je n'ai pas une très bonne vue. Voilà, c'est ça. Alors, là-dessus, qu'est-ce que je peux vous apporter? Qu'est-ce que je peux dire qui soit un peu utile? Eh bien, je m'attacherai à apporter un cadre général, notamment les principes qu'on peut raisonnablement partager, avant d'en venir aux limites, me semble-t-il, qui caractérisent la médecine de la reproduction et la médecine de la fin de vie, et qui sont l'une et l'autre des limites de l'existence, premier point, et qui obligent à mieux définir les formes d'existence, qui sont aussi aux limites du contrat médical, deuxième point, et puis qui sont aussi, et enfin, aux limites de la pratique médicale courante.
Donc deux temps, un temps sur les grands principes qu'on peut partager éventuellement, et un temps sur les limites elles-mêmes, pour lesquelles j'ai donné le titre de médecine, la médecine aux limites. Hein. Pas la médecine des limites, mais la médecine aux limites de la vie humaine et peut-être aux limites même de la médecine. Alors d'abord, qu'est-ce que la sphère morale? Tout ne relève pas de la morale. Par exemple, les préférences gustatives n'ont rien de moral. Je peux préférer le sucré au salé ou préférer le salé au sucré. Ça n'a pas une valeur morale et ça n'a pas à être évalué moralement. Sauf si je vis dans une communauté où le sucré et le salé ne sont pas généralement également accessibles. Ou encore quand je dois choisir avant une autre personne. Et par exemple, je ne me souviens plus du titre de ce petit film français dans lequel Jackie Berroyer se trouve en face d'une dame et il y a entre eux un plateau dans lequel il y a 2 gâteaux au chocolat et une tarte au citron et il faut qu'ils choisissent avant elle. Et donc c'est un problème moral parce que, vous le voyez, s'il prend la tarte au citron, elle n'a plus le choix, elle est obligée de prendre le gâteau au chocolat et si elle n'aime pas le chocolat, évidemment, c'est très embêtant. Donc la conduite morale dans ce cas, elle saute aux yeux, c'est de prendre un gâteau au chocolat, évidemment, avant la personne qui choisira, et cela qu'on aime le chocolat ou pas. Voilà. Ou encore, pour prendre un exemple un petit peu plus tragique, dans une société imaginaire, parce que j'ai pris l'exemple du sucré et du salé, mais dans une société imaginaire dans laquelle mon choix impliquerait une perte de ressources importante pour une partie de la population, dans ce cas-là, ça n'est pas la même chose de faire un choix, même si ce choix apparemment n'a rien de moral. Voilà, alors dans un tel cas, je peux faire intervenir ou pas, hein, comme vous le voyez dans la petite image, le fait de l'existence d'autrui. Et donc c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que la sphère morale, c'est celle dans laquelle nous prenons en compte la personne d'autrui, qu'il soit proche ou lointain, qu'il soit seul ou qu'il soit nombreux, ce qui suppose, il y a quand même un présupposé, que nous avons quelque chose en commun. J'ai beaucoup insisté sur le pluralisme, le fait que nous avions des conceptions de la vie, de la mort, de la souffrance, du bien et du mal qui étaient différentes dans nos pays très mélangés aujourd'hui. Mais il faut aussi dire que quand on pose la simple idée d'éthique ou de morale, on suppose que nous avons par-delà cela quelque chose en commun et nous tâchons d'agir moralement dès lors que nous prenons cela en compte. Et de même, nous jugeons moralement les autres ou les hommes politiques dès lors que nous évaluons cette prise en compte d'autrui de leur part. Voilà, donc nous avons déjà distingué la question morale et aussi la réponse morale, l'intention, la décision, l'action qui se manifeste dès lors qu'on prend en compte la personne d'autrui. Ceux qui se posent des questions morales et qui donnent des réponses morales composent ce qu'on appelle une communauté morale. Et on peut dire que l'humanité est une communauté morale, puisqu'en général, nous nous posons ces questions et nous y donnons des réponses. Alors, quel principe de base peut-on donner ? Le premier principe qu'on pourrait donner, c'est un principe assez solide qui se base là-dessus, qui repose finalement sur l'importance accordée à autrui. C'est le fait qu'on doit reconnaître à autrui le droit de mener sa vie comme il l'entend. C'est ce qu'on appelle le respect des personnes, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre comme une personne. Encore faut-il savoir ou établir ce que c'est qu'une personne. Voilà. Et une personne a des caractéristiques par rapport à une chose. Vous savez que les juristes font la distinction entre les biens et les personnes. Une personne, elle est consciente de ce qui l'entoure et elle est consciente d'elle-même. Elle est capable d'une pensée discursive, c'est-à-dire qu'elle est capable d'articuler sa pensée en assertion, en affirmation, en question, en négation. C'est important parce qu'il ne s'agit pas de se limiter à la seule conscience, parce qu'il y a des animaux supérieurs qui sont conscients d'eux-mêmes et de ce qui les entoure, presque autant que les hommes. Ensuite, une personne, elle est libre de faire des choix. Nous pouvons même préciser qu'elle peut être vraiment libre de faire des choix, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité, nous la supposons capable de réflexion rationnelle, sans influence, détachée de toute influence extérieure. C'est une possibilité, je ne dis pas que ce soit une réalité, indépendante des humeurs et des affects,
Là aussi, c'est une possibilité. Je ne dis pas que ce soit une réalité. Même si nous savons qu'il nous arrive à tous, plus ou moins souvent, de faire des choix plus ou moins réfléchis, de nous laisser emporter par la mode, par les préjugés ou par nos propres affects. Tout cela signifie quand même qu'un principe d'autonomie qu'on trouve dans tous les textes d'éthique médicale se présente en premier, en raison même de la définition de la moralité comme telle. Et c'est le principe le plus solide, parce que dans le fond, refuser le respect des personnes, c'est tout simplement refuser ce que j'ai appelé la communauté morale. C'est refuser d'appartenir à la communauté morale. Et ça veut dire aussi que si on refuse le respect des personnes, eh bien on accepte de ne pas être respecté, en quelque sorte. Hein. Et je dirais même qu'on inverse le titre de la journée. C'est plus faire vivre, laisser mourir, c'est laisser vivre, faire mourir, c'est-à-dire la définition même de la violence. Alors, nous pouvons donc passer à... Voilà, tu vois, le respect des personnes, c'est donc ces caractéristiques apparentes qui correspondent assez bien à mon nom et personne que vous avez en photographie. Voilà, mais cela dit, si on passe à la photo suivante, voilà, on peut voir qu'il y a... On peut interpréter, il y a même une image qui signifie bien ça, je crois. On peut interpréter assez strictement ce qu'est véritablement une personne et ce que serait véritablement l'autonomie. Certains philosophes s'en tiennent à une définition très stricte de la personne, et souvent on a une définition stricte, et les professeurs de terminale parfois transmettent cette définition très stricte, où ils pensent qu'une personne véritable, c'est un agent vraiment rationnel, parfaitement autonome, ce qui est le cas dans beaucoup de sphères de l'existence, celles où nous sommes en position de maîtrise. Quand on fait des choix techniques, par exemple, il faut qu'on soit un agent rationnel. Vous le savez quand vous faites des actes de votre pratique professionnelle. Quand on recherche l'efficacité, voilà, quand on choisit un architecte pour construire une maison, on cherche à faire des choix rationnels. Mais on ne peut pas tout maîtriser ce qui nous arrive dans la vie. C'est pour cela que j'ai représenté la personne comme un Superman, en quelque sorte, parce que nous avons au contraire une véritable fragilité. Voilà, alors sur cette base, je me demande si on ne peut pas définir une autre conception de la personne, en considérant que la plupart du temps, dans notre vie, et pour la plupart d'entre nous, nous nous efforçons de faire des choix rationnels. Ça ne veut pas dire que nous les faisions tout le temps. Nous sommes accessibles aux conseils et aux jugements d'autrui, notamment, pour qu'ils nous aident à faire des choix rationnels. Mais parfois, nous n'en sommes pas capables et nous sommes plutôt débordés, aveuglés par l'amour, aveuglés par le deuil, aveuglés par l'enthousiasme, aveuglés par la souffrance, qui se place au premier plan pour le souffrant, ou désorientés, tout simplement parce qu'on entre dans un hôpital et que c'est en dépit de toutes les pistes qui nous conduisent au service où nous voulons aller, eh bien c'est un lieu où le patient se trouve d'abord désorienté. Pour autant, cette vie est notre vie. Et c'est pour cela que je me demande s'il ne faut pas élargir le sens de la notion de personne et son corrélatif médical, ce qu'on appelle la compétence du patient. Qu'est-ce que c'est qu'une personne et quelle est la véritable compétence d'un patient? C'est peut-être pas d'être un agent rationnel tout le temps, parce que nous ne sommes pas toujours des agents rationnels, chacun d'entre nous. Alors je pense une autre perspective qui est la suivante. Être une personne, c'est d'abord avoir une vie propre, une vie personnelle, tout simplement. C'est-à-dire, c'est être quelqu'un avec ses liens sociaux, ses liens affectifs, ses talents, ses erreurs, son histoire. C'est ce qui répond à la question « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? Eh bien, cette personne, c'est moi. C'est moi, c'est-à-dire je suis le fils d'eux, je suis le père d'eux, je suis l'ami d'eux, etc., etc. C'est aussi quelqu'un qui a des désirs, qui a des priorités, qui a des ambitions, qui a des valeurs propres. Une personne, c'est quelqu'un qui répond à la question « Où vais-je » ? Voilà. Où vais-je ? Eh bien, je vais vers ma retraite. J'y vais avec la personne que j'aime, avec mes enfants, avec mes amis, avec l'association à laquelle je participe, etc., etc. Et être une personne, c'est aussi une certaine attitude, une certaine manière d'être. En l'occurrence, une manière de vivre ce que cette personne a à vivre et qui lui appartient en propre, avec humour, avec distance, avec inquiétude, etc.
Ça répond à la question comment. Comment faire avec cette situation professionnelle, avec ce deuil, avec cette rencontre, avec cette maladie. Au fond, nous menons notre vie comme des personnes dans la mesure où, dans notre vie, nous affirmons une identité, qui est une identité en quelque sorte historique, qui n'appartient qu'à nous, des désirs, des priorités qui sont les nôtres, et aussi une façon de faire, donc de répondre constamment aux questions « qui suis-je ? Où vais-je ? Comment faire avec ?» Le principe suivant, c'est un principe très important dans le monde du soin, parce que c'est celui qui est au principe même, au fondement même du soin, au fondement de la vocation des soignants et des médecins, c'est le principe qu'on appelle la bienfaisance. Le plus souvent dans la vie courante, agir moralement, ça se limite à respecter autrui, à ne pas prendre sa place, ou à ne pas se mettre à sa place. Dans la vie courante, la bienfaisance n'est pas un principe obligatoire, moins solidement fondé que le respect des personnes. Il est toujours possible dans la vie courante d'avoir une conduite égoïste ou de faire privilégier ses intérêts. Par exemple, si l'on est commerçant dans une lutte commerciale, dans la concurrence commerciale, eh bien on fait passer d'abord ses intérêts, c'est une lutte d'intérêts et c'est pris comme quelque chose de normal. Mais dès lors qu'une relation est asymétrique, la question véritablement se pose et les métiers de la santé participent d'une relation asymétrique, toujours. Et le plus souvent, d'ailleurs, ils sont soutenus et supportés par la société politique en tant que telle, c'est-à-dire en tant que reconnaissant qu'il y a des situations asymétriques dans lesquelles les uns entraident les autres. C'est ce qu'on appelle la visée de bienfaisance ou la visée bienveillante des soignants et des systèmes qui les soutiennent. Mais une fois qu'on a parlé de la bienfaisance et qu'on a reconnu qu'elle ne concernait pas d'une façon aussi prioritaire la totalité de la sphère morale, il faut reconnaître aussi qu'elle peut être en contradiction avec le respect des personnes. Parce que dès lors que nous voulons faire le bien comme nous l'entendons, et tout particulièrement si nous voyons que nous ne savons pas avec certitude toujours quel est le bien, alors nous pouvons faire du mal en croyant faire le bien, et faire du mal alors que nous croyons être bienfaisants. Notons au passage que nous n'avons pas tous la même conception de ce qu'est le bien. Un hédoniste ou un moine, un aventurier ou un yogi n'ont pas du tout la même conception du bien. Il faut donc préciser que la bienfaisance devrait viser la réalisation de ce qui est pour autrui et selon lui le bien. Mais ça pose un problème, le problème inverse. C'est que parfois, autrui ne veut pas ce qui est véritablement le bien pour lui. Autrui n'a pas l'idée de ce qui est son meilleur intérêt. Donc on a là affaire à un véritable dilemme éthique sur la question de la bienfaisance, à savoir qu'elle peut s'opposer à l'autonomie et au respect de la personne au nom de son meilleur intérêt. Voilà, je m'en tiens pour l'instant sur ces points à ces principes. Alors je ne sais plus trop ce que j'ai écrit, voilà, non voilà, oui. Ça c'est pour que vous ayez des références si vous les souhaitez. Je m'en tiens à ces principes parce que ils sont dus à un auteur qui est Tristram Engelhardt, l'auteur des Fondements de la bioéthique, qui a été seulement traduit en 2015 en français, et qui a été le collègue de deux personnes très célèbres, Beauchamp et Chaldress, auteurs des principes de l'éthique médicale, qui, eux, ont énoncé 4 principes. Et ils ont tous été au Kennedy Institute of Ethics, à la fondation Kennedy pour la bioéthique à l'origine, qui est devenue l'Institut Kennedy de Georgetown. Et simplement, pour vous dire rapidement, parce que le temps passe vite, que Engelhardt pense simplement que on peut mettre les principes de non-malfaisance sous le principe de bienfaisance, et le principe de justice peut être entendu comme soit relevant de la bienfaisance, soit relevant de l'autonomie, selon qu'on fait la bienfaisance si on essaie de faire une justice qui fait le bien pour tout le monde, et l'autonomie si on cherche à donner à chacun exactement ce qu'il demande et pas autre chose. Bon.
Alors, moi, je trouve que les choses peuvent être beaucoup plus compliquées dans la généralité des cas, parce que les personnes sont souvent peu autonomes, particulièrement quand elles sont affaiblies, et le bien n'est pas toujours ce qui est le plus efficace. Or, tous ces auteurs américains pensent, à chaque fois qu'ils pensent la bienfaisance et le bien, c'est toujours de mettre les moyens les plus efficaces au service des patients. Or, si on complique un petit peu la chose, ce n'est pas toujours le cas, et ça n'est pas toujours l'efficacité qui fait en tant que telle le bien. Et on va le voir en regardant plus précisément les limites de la médecine quand elle a affaire à la procréation, la naissance, la périnatalité ou la fin de vie et la mort. Alors d'abord, elle est aux limites de l'existence. Et aux limites de l'existence, je vous ai mis en exergue une question qui est posée par Leibniz, un philosophe du début du XVIIIe siècle, qui pose la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» C'est une drôle de question, il faut vraiment être un philosophe pour se poser des questions pareilles, mais c'est une question métaphysique, mais c'est au fond la question qui est derrière la question « Pourquoi moi ?» Pourquoi mon enfant a-t-il un handicap? Pourquoi suis-je atteint d'une maladie chronique? Pourquoi mourir si jeune? Pourquoi mourir maintenant? Etc. Bon. C'est-à-dire, qu'en est-il de ce qui se passe? On se met en surplomb par rapport à l'existence courante, à l'existence humaine, et on se retrouve à interroger même le sens de l'existence des humains. L'existence humaine, elle paraît relever du miracle. Et c'est un peu, d'ailleurs, le miracle qui réjouit les parents lors de la naissance, le miracle auquel peuvent participer tous ceux et toutes celles qui travaillent dans les services obstétriques, par exemple. Hein. Miracle de l'existence, mais la question de pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien se pose aussi du côté de ce qu'on appelle le mal naturel, c'est-à-dire le mal qui ne dépend pas des hommes, mais le mal qui dépend, semble-t-il, de la nature. Les catastrophes naturelles, par exemple, mais tout aussi bien la mort quand elle arrive, qui paraît comme un scandale. Je pense là à une parole que Ionesco met dans la bouche du roi Béranger Ier, dans la pièce Le roi se meurt, qui pose la question, qui revient à la question de Leibniz, pourquoi suis-je né si ce n'était pas pour toujours? Bref, l'existence, elle se place entre le miracle et le scandale, et parfois d'ailleurs, l'un et l'autre se fréquentent, puisque il y a quand même le miracle de la vie qui connaît le scandale des naissances atrophiées, des naissances monstrueuses, vouées à de grandes souffrances dans une durée très courte. Et le scandale de la mort connaît au contraire des trépas paisibles, réfléchis, affectueux, enrichissants pour ceux qui restent, qui font qu'il y a des morts aussi qui tiennent parfois du miracle en quelque sorte. Voilà. Alors cette première limite, elle nous informe quand même sur l'objet de nos soins. Je ne sais pas si... Oui, oui, c'est ça. Elle nous informe sur l'objet de nos soins aux deux extrêmes de l'existence humaine. Du côté des étapes du développement qui conduisent du zygote à l'embryon, puis au nouveau-né, au nourrisson, nous avons affaire, en cas de cheminement positif, ce qui est à espérer, à des formes de vie qui sont en puissance et de plus en plus des formes de vie pleinement humaines, qui seront progressivement dotées de la sensibilité, de la conscience, du langage, de la réflexion. L'événement de la naissance, si tout se passe bien, c'est une vie biologique qui apparaît, mais c'est aussi la promesse d'une vie biographique. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire d'une vie singulière, celle d'un individu, une vie conduite par cet individu, une vie d'une personne qui répond aux questions « Qui suis-je? Où vais-je? Comment faire ?» Autrement dit, c'est une personne potentielle. Et au contraire, sur la diapo suivante, vous verrez qu'à l'autre bout de l'existence, les patients qui sont diminués par la maladie, lésés par un accident, quittent peu à peu leur vie biographique, perdent la raison, la conscience, la mémoire, les affects complexes, ou même la sensibilité. En bref, d'un côté, on a des êtres humains qui ne sont pas encore vraiment des personnes, mais qui vont le devenir.
De l'autre côté, on a des personnes qui le sont de moins en moins, au sens strict de la compétence, par exemple les patients Alzheimer, ou au sens beaucoup plus large de ceux qui ont même perdu toute sensibilité quand ils sont dans une situation de coma définitif. Et j'ajoute un mot à ce sujet qui est important, la distinction vie biologique, vie biographique. Dans ce cas-là, elle s'augmente d'une dimension sociale. Parce que l'embryon susceptible de devenir une personne, ou le nouveau-né, là, tout ridé, tout rouge, qu'on met sur le ventre de la maman, eh bien, c'est une personne potentielle pour d'autres, c'est-à-dire pour ses parents. De même, la personne qui est à l'autre limite de l'existence, qui va mourir, c'est une personne qui disparaît. C'est un être qui a été une personne, mais qui a été une personne pour d'autres, pour ses proches, pour ses enfants, pour son conjoint, pour ses amis, etc. Autrement dit, avant de naître et après la mort, chacun a un être social. Avant de naître et après la mort, chacun a un être social. On a un être social pendant l'existence, mais on l'a avant de naître et on l'a après la mort. On est déjà quelqu'un avant même de naître. On l'est pour personne, en fait, sauf pour les parents qui ont fait ce projet et qui le voient se concrétiser. On est encore quelqu'un quand on est mort. On ne l'est plus sur la scène et pour personne, mais on l'est pour ceux qui nous aiment encore, car on peut encore aimer ceux qui sont morts. Deuxièmement, la médecine, dans ce cas-là, est aux limites du contrat médical. Voilà. Ça, c'est un petit peu plus facile, je crois. On descend un petit peu plus sur Terre, cette fois-ci. La relation entre le médecin et plus largement le personnel soignant et le patient fait l'objet d'un contrat tacite. On autorise le médecin à faire certaines choses, à nous interroger, à nous palper, à nous regarder, à nous toucher. Vous savez tout cela et les problèmes que parfois ça peut poser, mais c'est une autorisation que l'on donne aux praticiens dans la mesure où on en attend quelque chose. Donc c'est une relation entre deux personnes où une personne s'en remet à une autre pour certaines choses. Mais si le patient n'est pas autonome ou peu autonome, quel est le contrat? À vrai dire, il n'y en a plus. Et le médecin n'est plus tenu à l'obligation de respecter l'autonomie d'un patient qui n'est plus autonome. Ça veut dire que, au fond, le destin du patient, dans ce cas-là, est entièrement entre ses mains. Et si j'ai fait le grand détour par les deux principes d'autonomie ou respect des personnes et de bienfaisance, c'est pour dire que là, il ne nous restait que le principe de bienfaisance. La symétrie ordinaire, quand la symétrie ordinaire est poussée à son maximum, comme elle l'est sous anesthésie, comme elle l'est pour un nourrisson, un nouveau-né, comme elle l'est pour un mourant, eh bien, il ne nous reste que la bienveillance ou la bienfaisance au principe de la bienfaisance, pour remplir cette relation asymétrique. Dernier point, je crois, oui, un petit peu plus long, mais si on m'accorde encore 5 minutes. Dernier point, la médecine est peut-être aux limites de ses compétences. Je veux dire par là que on peut se poser la question de savoir si le devoir de bienveillance a des limites. C'est-à-dire qu'on peut se demander si chaque fois que nous avons affaire à un être vivant pour lequel il n'y a pas à proprement parler du bien ou du mal, c'est-à-dire qui est en deçà des conditions de la sensibilité, la bienveillance est encore une obligation. Si on fait le détour, au risque de choquer un peu par le cas des animaux, aucun laborantin ne s'affligerait de porter atteinte à un être unicellulaire. Alors que, et ça c'est l'autre photo que j'ai mise en face, alors que si le laborantin rentre chez lui et qu'il voit quelqu'un battre son chien, il sera choqué parce qu'il est cruel de battre son chien et de faire souffrir des animaux d'élevage, évidemment, car ils sont dotés de sensibilité, contrairement à l'être unicellulaire. Et en même temps, ils sont dotés de sensibilité et pourtant placés dans une position où ils sont entièrement entre nos mains, n'est-ce pas? Or, aux deux extrêmes de l'existence, j'ai bien dit,
des patients sont entièrement entre nos mains, entre vos mains en quelque sorte. C'est un cas comparable, cas de l'embryon jusqu'à un certain stade de son développement, cas d'un corps mourant dont les seules fonctions organiques sont assurées par des appareils. Et donc la limite, là, elle est de savoir si on a affaire à un être entièrement privé de sensibilité, qui est un vivant, mais qui n'est plus un être humain à proprement parler, ou qui n'est même plus un être doué de sensibilité comme un animal supérieur, ou si nous avons affaire à un être vivant qui doit être considéré aussi comme un humain. Eh bien, c'est la diapo suivante. La diapo suivante, c'est l'idée que, d'après ce que je vous ai dit précédemment, il reste que cet embryon pourrait devenir un être humain et pourrait devenir une personne. Il reste ce que ce corps mourant a été le sujet d'une histoire personnelle. C'est la raison pour laquelle, tout en n'étant pas le meurtre d'une personne, les gestes qui interrompent une grossesse ou les traitements de maintien en vie ou de sédation, par exemple, ou qui interrompent les traitements de maintien en vie ou qui mettent en place une sédation profonde et continue, ne sont pas des gestes anodins, forcément. En outre, les personnes qu'ils pourraient être, les personnes qu'ils ont été, ils l'ont été, comme nous l'avons dit, pour d'autres, et de façon privilégiée avec eux. C'est une femme qui porte en elle un embryon, qui pourrait être son enfant. Ce sont des époux, des enfants, des intimes qui perdent un proche, qui ont le plus connu, apprécié ce corps qui est désormais sans conscience, corps de cette personne singulière. Et donc les décisions que prennent ces personnes, ces tierces personnes, la maman pour l'embryon, les proches pour le mourant, sont des décisions que malgré tout, ils prennent pour leur propre bien, y compris pour leur confort moral. Le confort moral fait partie du bien, et je crois qu'il faut se défaire de l'idée que être moral, c'est forcément être désintéressé, ou ne pas trouver de confort ou de satisfaction là-dedans. Voilà. Quand une tierce personne, un parent par exemple, doit prendre une décision en tant que personne de confiance pour son parent qui est en train de mourir, eh bien, il cherche, ce parent, s'il est honnête avec lui-même, doit reconnaître qu'il cherche son propre bien, y compris son bien moral, c'est-à-dire y compris le fait d'avoir fait ce qu'il avait à faire pour son parent. Et de pouvoir vivre confortablement après, n'est-ce pas? Plus difficile est le cas suivant, le cas intermédiaire, celui de patients, de nourrissons, de mourants qui connaissent des états de souffrance extrêmes, sans être en situation de prendre une décision relative à leur propre vie. Un cas qui est fréquent et très douloureux, celui des nourrissons qui sont atteints de pathologies gravissimes, celui de patients en fin de vie qui sont atteints de maux chroniques dont la qualité de vie est très dégradée, lors même qu'ils n'ont jamais fait valoir leurs souhaits, c'est-à-dire que les moments où il faut véritablement que l'on prenne une décision à leur place. Et dans ce cas, avant-dernière diapo, ah mais si Pascal distrait mon assistant, alors là, ça ne va plus du tout aller. Avant-dernière diapo, même dernière, je crois. La question qu'il faut se poser dans ce cas-là, c'est de savoir si les médecins sont simplement et les soignants sont simplement de simples exécutants. C'est-à-dire s'ils sont les exécutants de la volonté de personnes tierces, qui sont des proches, des parents, etc. S'ils sont les exécutants de la volonté des personnes elles-mêmes, quand elles l'ont formulée, eh bien l'expérience montre plutôt le contraire. Il leur revient maintenant aussi la charge, je crois que c'est une charge lourde, d'éclairer le choix par une information très complète, sachant que c'est très difficile, puisqu'il s'agit d'éclairer le choix d'une personne qui n'a pas les mêmes compétences que le soignant ou que le médecin. Il leur revient donc parfois de guider ce choix en fonction du modèle que pourrait être un jugement réfléchi, voire de porter une attention scrupuleuse aux intentions des personnes qui sont en charge d'une autre personne, c'est-à-dire aux parents qui demandent, pour telle ou telle raison qui n'est pas toujours bonne, une interruption médicale de grossesse, ou
aux proches qui ont quand même envie d'en finir avec toute cette histoire et toute cette tristesse pour des motifs qui ne prennent pas forcément en compte la personne mourante. Tout cela, je crois que vous le voyez dans l'expérience. Il appartient aussi parfois aux équipes et aux médecins en particulier de décider pour ces autres, décider en quelque sorte à leur place. En cela, les médecins et ceux qui les assistent voient leurs tâches moralement alourdies. Je crois que la situation dans laquelle nous mettent toutes les techniques qui permettent à la procréation, à la naissance, au rapport à l'allongement de la vie, aux conditions de vie, à la qualité de vie, aux nouveaux traitements et au fait que ces traitements parfois maintiennent une vie qui est de mauvaise qualité, tout cela fait que vous avez une tâche qui est alourdie moralement. Elle est certainement alourdie techniquement, scientifiquement, ça n'est pas ma question, ce n'est pas mon domaine. Moralement, elle est sérieusement alourdie, elle nécessite une grande précaution, beaucoup d'humanité. Et l'humanité, il ne faut pas oublier que ce n'est pas simplement le nom de l'ensemble des humains, c'est aussi le nom d'une vertu, l'humanité, une vertu difficile mais passionnante à acquérir, par laquelle les médecins, les équipes soignantes peuvent aussi échapper à la tragédie de l'échec devant la violence des faits par la satisfaction que fournit la solidarité avec les personnes, leurs patients et les proches de ces patients. Est-ce encore de la médecine? Oui, si on considère qu'il s'agit de porter assistance à des personnes qui souffrent. Ces personnes qui souffrent, ce sont des parents pour des embryons, pour des nouveau-nés, ce sont des proches pour des mourants, et ce sont aussi évidemment ceux qui concrètement souffrent plus directement. C'est l'un des sens du mot patient, n'est-ce pas? Le patient, vous le savez, c'est pas celui qui attend dans la salle d'attente, évidemment. Le patient, c'est celui qui subit quelque chose. D'abord, ça veut dire ça, celui à qui il arrive quelque chose. Mais c'est aussi celui qui souffre. C'est le sens aussi du mot souffrir en français. Quand on dit je ne souffre pas quelqu'un, ça veut dire je ne supporte pas. Et c'est autre chose évidemment que la souffrance, qui est un sens plus strict. Et là, on retrouve les deux. Bref, vous êtes invité à passer les frontières du seul savoir médical pour vous appuyer sur votre expérience personnelle et sur la réflexion afin de trouver des mots et les gestes d'une relation moins asymétrique. Au fond, c'est la fraternité entre humains qui est en cause dans ces situations, ces deux situations aux extrêmes de la vie, aux limites de la vie, auxquelles nous vous consacrez cette belle journée. Voilà, j'ai terminé pour ce que je pouvais tenter de vous apporter.